Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle rencontre du Book Club le matin. Une rencontre qui a un cachet tout particulier, étant donné qu'il intervient à la suite de la signature d'un partenariat entre Groupe Le Matin et Sofitel Rabat Jardin des Roses. Donc c'est une nouvelle saison qui démarre ici. Donc pour nos amis de Rabat, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une fois par mois, il y aura une rencontre qui sera organisée ici même. Donc nous aurons l'occasion de recevoir des auteurs et des autrices qui viendront de différents horizons. Pour ce soir, et pour lancer cette saison, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir Nesrine Snaoui pour la présentation de son dernier livre, Seul. Alors Nesrine est une journaliste, diplômée de Sciences Po. Elle a été chroniqueuse et présentatrice pour France 4, reporter pour ITélé et France 3. Il a déjà publié un premier roman, Illégitime, sorti en 2021, aux éditions Fayaf. Et là, c'est son deuxième roman, qui parle d'une thématique très importante, qui est d'ailleurs la thématique du mois. Il parle autour de la problématique des femmes, en général. Le sujet de la femme, c'est un sujet très important. Donc aujourd'hui, le roman est inspiré de faits réels. Il raconte la vie de deux jeunes filles, Anissa, 15 ans, et Nora est jeune, 39, et les deux filles, les deux dames, victimes de violences masculines. Je ne vais pas dire plus que ça. Je pense qu'on aura l'occasion de détailler tous ces éléments-là. Je tiens à remercier donc Myriam, qui sera notre présentatrice pour la rencontre de ce soir. Et je tiens surtout à remercier ma grande amie Amina Snaoui, de la librairie Porte-Enfants, sans laquelle cette rencontre n'aurait pas pu voir le jour, pour tous ses efforts et pour tout le travail qu'elle fait pour nous. Un petit mot peut-être, Amina? J'ai déjà dit un mot de bienvenue pour les premiers qui étaient là. En tous les cas, je vous invite à venir aux soirées du Sofitel. Et puis, je vous invite très bientôt au Salon du Livre qui aura lieu le 2 juin. Et j'espère que vous serez nombreux parmi nous pour les bons lecteurs. Merci d'être là. Et surtout, merci à Mariam, bien entendu, qui répond toujours présente à mes demandes. Et toujours avec beaucoup de patience et de bénévolat, parce qu'il faut savoir que la culture ne rapporte pas. Et elle devrait en vivre, et moi aussi, mais bon, on le fait surtout pour le plaisir. Et merci à Nesrine, que je ne connaissais pas il y a une semaine, que j'ai découverte par hasard à travers donc, ses livres. Et je l'ai appelée, elle a tout de suite répondu présente. Merci beaucoup, Nesrine. Adorable. Merci à vous. Merci à vous, merci de votre présence. Merci à Ali Alaoui du groupe Le Matin, à Amina Snaoui, ma grande amie de la librairie Porte d'Enfants. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour discuter un petit peu avec Nesrine, que j'ai découvert à travers son livre, autour justement de Seul. Je vais peut-être vous donner la parole, vous laisser dire quelques mots pour vous introduire. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Ali déjà, mais je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de 2 livres. Je vais vous laisser, avant de lancer la session d'échange, dire quelques mots à l'assistance. Déjà bonjour, merci beaucoup d'être là. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être invitée au Maroc parce que je suis surtout Fessia avant d'être journaliste et autrice, avant toute chose, puisque je suis née là-bas. C'est toujours un immense honneur et un plaisir de savoir que mon livre il est aussi disponible ici. Il faut savoir qu'on se bat, les auteurs franco-quelque chose, franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisiens pour rendre nos écrits disponibles dans nos pays d'origine. C'est très très important. Donc merci au Sofitel de nous accueillir. Merci pour l'accueil à tous les deux. Merci de modérer la conversation. Alors, Nesrine, on va commencer par le titre. Seul. Et si on doit comparer les 2 titres, celui du roman d'avant, Légitime, que vous avez mis avec un S, Seul ne porte pas de S. Est-ce que c'est un choix? Et peut-être nous expliquer aussi pourquoi le choix de ce titre? Elle me fait super plaisir cette question parce que je me suis dit, est-ce que quelqu'un va remarquer que je suis passée du pluriel au singulier? Donc merci de l'avoir remarqué. Mais effectivement, Illégitime, donc c'était mon premier roman qui est totalement une histoire autobiographique. C'est mon histoire et mon parcours depuis le sud de la France jusqu'à Paris. Et c'est aussi l'histoire de l'immigration de mon grand-père à l'arrière-fond, parce que je lui ai posé enfin les questions que j'avais en tête depuis mes 7-8 ans. Et donc c'était aussi un parcours initiatique pour moi. Et il était au pluriel parce qu'au début, j'avais beaucoup d'utopie sur notre capacité à nous organiser et sur notre capacité à créer comme ça, en tout cas en France, un mouvement qui est puissant de Marocaines, de Français d'origine étrangère. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand on devient une femme publique, en tout cas quand on écrit,
on est seul en réalité. Et c'est des métiers qui se vivent dans la solitude. C'est en même temps pour ça que c'est beau la littérature, parce que moi je sais que j'écris toute seule chez moi le soir quand tout le monde dort, dans une chambre noire avec un petit peu de musique, et je sais que les gens me lisent dans cette même solitude, soit dans les transports, soit dans leur lit, et je trouve ça très beau. Et donc c'est un peu parfois aussi une mauvaise connotation le mot seul, la solitude. Et en même temps, ce que je voulais montrer, c'est que ces deux femmes, elles se connaissent. Je vais pas vous le dire parce qu'il faut que vous lisez le livre pour le comprendre, mais il y a un lien très puissant entre ces deux femmes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles se tournent le dos, c'est-à-dire qu'elles sont liées mais elles ne se voient pas. Et moi, je me suis beaucoup posé la question puisque je sais que beaucoup de femmes sont victimes de violences, quand je prends le métro, quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de femmes, je me dis toujours combien dans la salle ont été victimes de violences, et ça ne se voit pas. Parce qu'on en parlera dans les détails, mais je voulais parler de violences invisibles. Je voulais pas parler de, par exemple, la violence conjugale visible avec des coups, non pas que c'est pas grave, c'est effectivement très grave, mais où sont-elles toutes ces femmes dont on ne voit pas physiquement qu'elles ont souffert et qu'elles ont été maltraitées, en fait? Très bien. Donc maintenant, on sait pourquoi vous avez choisi Seul. Alors, il y a quand même deux personnages principaux. Il y a Nora et Anissa, qui sont deux femmes, on va dire une femme et une jeune ado. Est-ce que vraiment c'est deux destins différents, ou alors est-ce que c'est deux facettes d'un même destin? Si je dois vous faire des confidences en tant qu'écrivaine, je dirais que c'est les deux facettes de ma personnalité en réalité. Parce que j'ai appris avec le temps que en littérature, on a toujours tendance à faire comme si on écrivait depuis un endroit invisible et que notre inspiration tombait comme ça par la grâce d'un roi d'un coup, ce qui n'est évidemment pas le cas. On est toujours inspiré par ce qu'on vit soi-même. J'ai l'impression qu'en fait, Anissa, c'est un peu avec moi adolescente si j'avais grandi avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, j'aurais été du côté de celles qui sont cyberharcelées, j'aurais pas été du côté des harceleurs parce que je suis gentille, j'espère. mais en tout cas, voilà, en tout cas, j'essaye. Mais et Nora, en fait, c'est inspiré déjà de ma peur. Enfin, je sais pas si c'est le mot peur, mais je vais avoir 30 ans. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Et je sens bien que je suis en train de le payer. C'est-à-dire, je sens bien que ma grand-mère est en train de me dire, bon, c'est super, tu fais des livres, mais j'ai besoin d'un petit-fils. Et je me suis dit, avec cette pression, combien de femmes s'enferment dans des relations auxquelles elles ne croient pas. Et j'ai beaucoup de copines que je ne citerai pas, mais qui m'ont souvent fait la réflexion de peut-être un jour je vais me marier sans tomber amoureuse, parce que j'ai peur de cette deadline, et peut-être que ça va être juste un homme bien et gentil, et ça sera bien. Et je trouve que en même temps, c'est beau, parce que ça veut dire aussi qu'elles se mettent un peu des standards, mais en même temps, je me dis, c'est quoi ces destins de femmes-là qui sont un peu pressurisés par le mariage et les enfants? Donc moi, je pense que c'est deux facettes de moi, une qui est très extravertie, qui est même très ambitieuse. Nora, c'est moi version prétentieuse, c'est-à-dire qu'elle elle est effectivement sortie de son quartier populaire, mais elle est vraiment dans un déni des milieux populaires. Elle est vraiment dans une idée de moi, je les supporte pas, je les déteste, pour moi, c'est pas des gens respectables, ce qui n'est pas mon cas. Mais je me suis dit que quand on nous pousse comme ça, surtout via mon parcours scolaire, elle a à peu près le même parcours, elle a fait HEC, donc qui est notre grande école française, une école de commerce. Quand on est dans ces parcours-là, on nous pousse à renier tout ce qu'on est. On nous pousse à renier à la fois nos origines sociales et nos origines ethniques. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais tombé dans la détestation des miens et de ce que j'étais avant? Et donc Nora, c'est ça, c'est ce curseur poussé au maximum parce qu'elle rompt avec sa famille, ce que je n'ai pas fait non plus. Elle rompt avec son entourage proche. Donc c'est comme si j'essayais de projeter une autre version de moi qui aurait été un peu plus maltraitée par cette évolution sociale. Et ça me permettait aussi de parler des relations amoureuses parce que dans mon premier livre, j'en parlais pas et je savais que j'en parlerais dans un prochain parce que dans une époque où justement on est féministe, on a envie d'avoir accès à des opportunités professionnelles importantes, on a envie de faire entendre nos voix, il y a quand même des espaces où nous sommes violentés, quelle que soit physiquement notre apparence, c'est l'espace privé. Et donc ça, voilà, c'était ce que je voulais raconter et parce que aussi j'avais rencontré une personne qui était avocate et qui me racontait qu'elle avait été victime de violences conjugales alors qu'elle-même elle défendait des victimes de violences conjugales et que personne ne l'a vu. Et elle me disait j'ai fait de ça mon combat parce que moi je me suis pas arrivée à me sauver moi-même pendant des années. Et c'est ça moi qui m'a marqué, si je me suis dit mais il y a eu combien de femmes comme ça que d'apparence puissante, d'apparence indépendante, forte, etc. qui ont accepté l'indicible dans l'espace privé. Oui, effectivement, vous allez le découvrir en lisant le livre. C'est un personnage qui paraît extrêmement fort et puis vous allez voir toute la fragilité dans justement cette sphère privée, toute la fragilité, la délicatesse de ce personnage.
J'insiste, même si on ne va pas raconter l'histoire, mais vous avez évoqué ce lien entre les deux personnages, donc entre ces deux femmes, et vous avez gardé l'histoire jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, je voulais que les gens se questionnent sur est-ce que c'est la même personne ? Est-ce que c'est deux femmes qui vivent vraiment dans deux univers différents ? Et vous le comprenez dans le moment où elles se rencontrent toutes les deux. Il y a un moment qui est très crucial. Et si vous le lisez bien, on dirait vraiment une adulte qui s'excuse à l'enfant qu'elle était. On dirait qu'elle s'excuse de ne pas l'avoir écouté, de l'avoir violenté, de ne pas avoir écouté ses désirs. C'est vraiment deux personnages. Hein. Elles sont construites en termes de personnalité, de caractère, mais il y a ce moment, et pareil pour l'anecdote d'écrivaine, ce passage-là, je l'écris et je fonds en larmes, et je dis à mon éditrice, je l'appelle et je lui dis, je crois que je viens de m'excuser envers moi-même. Elle me dit, ok, c'est génial, parce qu'elle a vraiment la vision d'une éditrice, et elle est géniale, c'est une amie. Et vraiment, je lui dis, j'ai pleuré parce que j'ai écrit un livre où je m'excuse envers la jeune fille que j'étais, d'avoir accepté des choses qui ne sont pas acceptables, mais vraiment de l'ordre de la petite insulte qui ne passe pas, de l'ordre du commentaire, du professeur qui vous dit que vous êtes mal habillé, ou peu importe. Et je trouve que ce moment, c'est là où moi-même je me suis posé la question de est-ce que tu as vraiment écrit deux personnages différents ? C'est vrai qu'on se pose beaucoup la question, c'est que, au fil de l'eau, on va découvrir certaines choses. Et ce qui est bien dans le livre, c'est que ça va susciter des émotions tellement variées, tellement différentes, que ce soit par rapport à la petite ado, que ce soit par rapport à Nora qu'on apprend à aimer, puis ensuite un petit peu à détester. À la fin, on ne sait pas trop si on doit l'aimer, on se met à sa place, et puis ces moments d'émotions très vives qu'on va traverser pendant le livre. Je crois que c'est toute la puissance du livre qui est en même temps un livre très très facile à lire. C'est un livre qu'on peut lire d'un trait, vraiment. On peut ouvrir la première page et ne le fermer que quand on a fini de le lire. Mais en même temps, c'est un style très simple, un langage qu'on connaît comme ça de tous les jours, mais tellement puissant et tellement fort, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qu'on ressent. En lisant, on le ressent. Merci beaucoup. Et je raconte, j'ai lu le livre il y a quelques jours, et franchement, j'aurais même envie de le relire une deuxième fois, pour le lire peut-être différemment. Est-ce que je peux juste réagir par rapport à la simplicité, entre guillemets, que moi je prends pour un compliment ? Je pense que ça, mais d'autres le feraient pas parce qu'en fait, surtout en France, on croit que la littérature c'est beaucoup de graisse. Moi, j'appelle ça la graisse, hein, c'est-à-dire de rajouter des mots et des métaphores. Et moi, en fait, je suis une fille de quartier populaire. Je m'adresse en priorité à des filles de quartier populaire. C'est elles qui me lisent dans les écoles. Et ma plus grande fierté, notamment avec Illégitime, c'est qu'il a été étudié dans des écoles et dans des lycées. Et les gens se sont dit, c'est mon histoire, moi aussi j'ai le droit d'écrire. Et donc moi, je me dis, il faut que je sois lisible aussi bien par des gens qui ont des bacs plus 5, qui sont des médecins brillants, des avocats, mais je dois être aussi lisible pour ces filles-là, parce que j'étais ces filles-là et j'ai découvert plein de choses avec les livres. Donc pour moi, c'est un très beau compliment, et c'est vraiment un travail que je fais quand j'écris un livre, j'y pense en permanence. Je me dis quel mot est le plus simple à comprendre, et en même temps le plus beau pour parler à des jeunes générations. Ben justement, ça m'amène à la question suivante que j'avais placée ailleurs, mais je vais remonter un petit peu. Vous revendiquez cette littérature du réel. Alors, je sais que vous êtes journaliste. C'est peut-être aussi cette formation de journaliste qui fait que vous êtes très attentif à ce qui se passe autour de vous. Et vous avez envie de raconter ces choses-là pour que tout le monde, dans notre métier de journaliste, je suis journaliste aussi, et dans notre métier, on dit qu'il faut écrire à sa grand-mère, c'est-à-dire que tout le monde puisse comprendre. Donc, vous revendiquez cette littérature. Elle est faite de quoi ? C'est quoi la force de la littérature du réel ? Est-ce qu'elle porte des messages ? Est-ce qu'elle dénonce ? Est-ce qu'elle... Moi, j'ai envie de dire que c'est une colère soft, c'est une colère un peu douce, la littérature du réel, parce que c'est toujours des sujets de société très brûlants. C'est des inégalités sociales, c'est le racisme, c'est le sexisme comme on voit dans le livre. Et pour moi, c'est comment on fait, une fois qu'on a le... Moi, je considère vraiment ça comme un privilège d'écrire et d'être lu. Je sais que très peu de gens dans le monde vont écrire des livres et vont être lus, pardon. Donc c'est vrai que moi, je le vois comme un privilège et je me dis, maintenant que j'ai ça dans les mains, qu'est-ce que j'en fais pour que socialement, ça apporte quelque chose ? Et donc, je ne peux pas faire autre chose que écrire sur des sujets qui sont graves. Et surtout, je me dis, j'ai une autre responsabilité, c'est que je suis ce qu'on appelle une millénial, quelqu'un qui est né dans les années 90, en gros, qui a connu Facebook et tout ça, à la fin de l'arrivée de même des smartphones. Moi, j'ai connu le premier iPhone, pour ne pas citer de marque, du coup. Mais je suis cette génération-là et je me dis, on est très, très peu en littérature aussi jeune. On est très, très peu à qui on donne notre chance. Et moi, je sais pas, je l'ai tout de suite vécu comme des responsabilités de qu'est-ce que je raconte de cette génération-là. Et c'est pour ça que le personnage d'Anissa, si vous feuilletez le livre, vous allez voir, mais j'ai reproduit graphiquement
ce que c'était des textos. On a reproduit Snapchat dans le livre parce que c'était gardé comme ça une captation de l'époque. Effectivement, je pense que c'est très lié à ma formation de journaliste, qui des fois me sert et des fois me dessert. Ça dépend parce que un journaliste, il est très factuel, il est très. Je pense que là où ça a apporté dans le livre, c'est parce que je suis vraiment allée à Argenteuil. J'ai vraiment parlé avec les habitants de la cité Champagne. Alors aussi, une de mes grandes passions dans la vie, c'est l'histoire des quartiers populaires. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Alain à Casablanca il y a pas longtemps sur Instagram. J'adore me balader dans ces quartiers et essayer de comprendre pourquoi c'est construit comme ça, pourquoi c'est telle population qui vit là. Discuter avec les habitants aussi parce que les histoires sont toujours un peu folles. Et donc la cité d'Argenteuil, pourquoi elle m'a marquée, vous allez très bien comprendre dès que je vais expliquer, c'est qu'elle est en forme d'arc. On l'appelle la banane parce qu'elle a une forme d'arc. Et à chaque étage de chaque appartement, il y a une vue sur la Tour Eiffel. Et c'est la seule quartier populaire de Paris où on voit la Tour Eiffel d'aussi loin et aussi belle. Et je me suis dit, parce que c'est Karim, donc c'est le papa de Anissa, quand il arrive avec sa femme, il lui dit tu verras la Tour Eiffel, elle est encore plus belle de loin. Et je trouve que c'était vraiment un récit de nos vies d'émigrés, c'est que tout est beau de loin. On reste à l'écart de tout et tout est beau vu d'ici. Voilà, c'est toujours irrigué par des reportages, en tout cas, ou une volonté de raconter aussi des endroits qui sont peu racontés en littérature que sont les quartiers populaires, justement. Mais justement, vous dites, je crois que j'ai lu quelque part, vous avez dit, ou une de vos interviews, vous avez dit que ce n'est pas une enquête. Donc, comment vous arrivez à vous détacher de votre métier de journaliste, parce que justement, et d'être dans la fiction, parce que c'est aussi de la fiction. C'est inspiré de faits réels, mais c'est aussi de la fiction. Donc, comment vous arrivez à faire ça ? Je pense aussi que c'est une manière de me protéger et de ne pas trop décevoir la famille d'Alisha, parce qu'en fait, l'histoire d'Anissa dans le livre, c'est l'histoire de Alisha, qui dans la vraie vie est une adolescente de 14 ans qui a été poussée dans la Seine par ses camarades. Et donc, c'est ce meurtre-là, moi, qui m'a totalement tétanisée quand je suis allée à la Marche Blanche et que j'ai vraiment... pour l'anecdote, je suis allée une première fois donc, avec la famille au bord de la Seine, l'endroit où elle a été tuée. J'ai été sidérée et j'y suis retournée 3 fois toute seule. Et à chaque fois que je marchais, je me disais, mais comment c'est possible qu'une adolescente de 14 ans ait descendu toute cette route toute seule? Parce que vraiment, c'est en pente, c'est beaucoup de zigzags jusqu'à aller au bord de la Seine. Elle savait que quelqu'un l'attendait là-bas. Et je me suis dit, est-ce qu'elle savait qu'elle allait mourir? Enfin, c'est vraiment une question que je me suis posée. C'est tellement lugubre, je me suis dit, est-ce qu'elle savait ce qui allait se passer, ou est-ce que c'était vraiment une folie amoureuse parce que c'était un petit garçon, un adolescent avec qui elle avait une idylle qui l'attendait? Et donc ça, moi, ça m'a servi, c'est même ce qui a déclenché l'envie de faire le livre. Mais en fait, je pense que j'ai aussi du respect pour les familles des victimes, parce que en tant que journaliste, malheureusement, je traite beaucoup de ces sujets-là, de féminicide, etc., ou de violences faites aux femmes au sens large, et j'avais pas envie de m'approprier leur histoire, et c'est même pour ça que je les ai pas interviewés. D'aucune manière, en fait, je les ai fait intervenir, parce que si je l'avais fait, ils auraient eu un droit de regard en me disant, et c'est logique. Donc moi, j'ai uniquement pris en fait, c'est ce meurtre qui est dans le livre raconté selon mon interprétation, selon ce que moi j'en ai déduit. Dans la tête, en plus, on est à ce moment dans la tête de Dylan, donc dans la tête du meurtrier de Anissa, et on comprend ce qui est en train de se jouer pour lui, parce qu'on voit aussi que il est lui-même dépassé par ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qui est un peu triste avec les féminicides de mineurs, c'est que c'est pas le jeune homme qui tue la jeune fille, c'est la société qui pousse le jeune homme à tuer la jeune fille. Et quand on le comprend aussi frontalement, c'est d'une extrême violence, parce que comment traiter d'un féminicide de mineur sans se sentir soi-même responsable? C'est ça, en fait, c'est de ça dont il est question tout le livre. Oui, absolument. Et justement, je reviens au livre et je reviens à ce que vous avez écrit. Vous avez utilisé beaucoup de termes qui sont assez puissants. Vous avez parlé de checkpoint pour l'entrée de la cité. Vous avez parlé de étouffer le bruit du monde, cadenas. En fait, il y a des termes comme ça qui sont... c'est un champ lexical que vous avez choisi parce que vous aviez envie de raconter cette violence, de la raconter à travers les 2 histoires. Peut-être dans les 2 histoires, il y a 2 autres histoires. Je voulais même que le lecteur ou la lectrice, à un moment donné, perde le souffle. Je voulais que ce soit à un moment donné quelque chose de l'ordre de il faut que je sorte du livre, il faut que je fasse une pause et j'y reviendrai. Et c'est vraiment ce que je voulais créer. C'est comme ça que je l'ai écrit moi-même, dans une espèce d'alerte notamment le meurtre, je l'ai écrit dans une nuit blanche. Et je me suis dit, je l'écris d'un coup et je le relis jusqu'à ce que moi-même je sois en situation d'alité. Et il y a des moments où le personnage crie, par exemple, et je les entends presque, moi, quand je les écris, les cris, je les entends, en fait, j'entends presque la souffrance. Et c'est vrai que c'est un livre, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus facile à lire, c'est pas un livre qui est chaleureux,
c'est un livre qui raconte de la violence, donc forcément le champ lexical est celui de la mort, de la violence, de l'étouffement. Et c'est en fait, j'espère, à vous de me dire qu'on le sent dès le début que ça va très mal finir. Oui, alors on n'a pas envie que ça finisse mal, mais on le sent dans même le trajet de Anissa qui descend, etc. On a senti chaque pas, on a senti son hésitation. En tout cas, je parle de moi, hein, je dis oh, mais en réalité, j'ai senti toute l'hésitation de Anissa. Il me semble, hein, en lisant, qu'elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Elle a commencé à s'en douter un petit peu au moment où elle commençait à se sentir seule, justement. Et c'est ça la force du livre. Je disais tout à l'heure que c'est à la fois un livre très simple à lire, mais tellement puissant à la fois que voilà, je vous invite vraiment à découvrir cette lecture. C'est une très très belle lecture. Pour la lecture, je sais pas, il y a peut-être des lecteurs qui voudront sortir du livre et replonger. Il y en a d'autres qui voudront rester jusqu'à la fin pour voir si effectivement la fin ne sera pas tragique, comme on peut s'en douter au fil des pages. Alors, vous avez en 4e de cours, vous avez, il y a ce petit texte où il y a écrit 2 vies en parallèle. Il y a peut-être même plus que ça, il y a 2 fois 2 vies en parallèle, parce qu'est-ce que Dylan et Abel sont pas aussi des facettes d'un même destin? Parce qu'on parle beaucoup de Anissa et Nora, mais il y a aussi Dylan, et vous le disiez parfaitement bien, Dylan, sa violence est le fruit de la société, de la violence de la société. C'est ce qui le pousse justement à commettre ce qu'il a commis. Donc, est-ce que vous avez voulu aussi nous permettre ce regard sur des destins d'hommes qui sont aussi dans la même situation? Bien sûr, et l'idée c'était de montrer que la violence masculine, elle prend différentes formes. En fait, Dylan, il est un peu violent malgré lui, et Abel, lui, il a une pathologie, ce qu'on appelle maintenant, parce que c'est à la mode, les pervers narcissiques. À une époque, on disait juste un imbécile. mais en tout cas, c'est un homme, lui, qui est pathologiquement, en fait, ne peut pas s'empêcher de détruire. Moi, j'en fais un parallèle plus global avec une espèce de puissance masculiniste, c'est-à-dire qu'il y a un truc chez lui de vouloir tout dominer, notamment donc Nora. Et en fait, moi, c'est parce que je suis dans un contexte français et je voulais raconter que la violence masculine, elle est partout. Elle n'est pas que chez les hommes arabes qu'on pointe souvent du doigt par le racisme à tort, et elle est aussi de la part des hommes blancs envers parfois les femmes maghrébines. Donc je voulais dire cet endroit où on est seul, c'est ça ce que je voulais raconter. Et effectivement, c'est aussi un récit parallèle de masculinité, mais ils sont au second plan. Et quel plaisir d'écrire un livre où les hommes sont les principaux fautifs de ce qui se passe, mais ils ont une parole qui est minime. Exact, c'est exactement ce qu'on ressent. Voilà, ils n'ont presque pas la parole. Mais par contre, justement, peu de parole, mais beaucoup de violence. C'est effectivement ça, et vous découvrirez en lisant, c'est vraiment des trajectoires et des destins qui ont l'air d'être différents, mais finalement, on va retrouver à un même endroit, et cet endroit est enveloppé de violence, et c'est pour ça qu'on en veut aussi un peu à Nora, qui nous paraît, alors, un moment, elle est forte, un moment, elle est indépendante, elle est autonome, elle décide même de sortir avec ses amis, d'avoir sa vie indépendamment de Abel, et puis à un moment donné, elle est tellement addicte à Abel, et ça nous frustre et ça nous énerve, mais je crois que c'est effectivement ce personnage que vous avez voulu montrer. Oui, et puis c'est surtout que la violence d'Abel, elle est très pernicieuse, parce qu'il y a que Nora qui peut s'en rendre compte, puisque en fait c'est son homologue masculin, c'est un homme puissant, ils se sont rencontrés dans leurs mêmes études supérieures, il est lui-même issu de l'immigration maghrébine, donc il y a en fait quelque chose de l'ordre de il se complète. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, à quel point les femmes maghrébines, et surtout de milieu ouvrier, quand elles sont dans des parcours d'ascension sociale, c'est très difficile de choisir le partenaire. Oui. Parce que est-ce qu'on prend quelqu'un du nouveau milieu social qui ne comprend pas d'où on vient, ou est-ce qu'on prend quelqu'un du même milieu social qui fait le même parcours que nous, mais du coup il va nous rappeler d'où on vient. C'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé autour de moi, que j'ai moi-même vécu, et qui est assez fascinant. Et voilà. Et donc ce que je voulais montrer, c'est que Abel, c'est un homme intelligent. Oui. C'est aussi ce que je voulais dire de Dylan. Ce ne sont pas des monstres. C'est-à-dire, c'est tout l'idée de déconstruire cette image de l'homme violent est un monstre. Alors c'est très mauvais ce qu'il fait, mais c'est un être humain qui a été socialisé dans cette violence. Et ça justement, ça le dédouane encore moins de sa monstruosité, puisque c'est un humain. Et donc c'est très important de montrer que Abel, c'est un homme qui a des amis, effectivement il la maltraite, etc. Et justement pour vous spoiler un peu, sa façon de la maltraiter, ça c'est un truc que moi j'avais vécu dans une relation, et je trouvais que c'était beaucoup plus violent que n'importe quoi. Je pense que
personnellement, je parle pas pour les autres femmes, mais une gifle m'aurait fait peut-être un peu moins mal que ça, parce que ça, c'est une gifle à l'ego. Pour vous raconter, c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré pour le livre. Donc, je fréquentais un homme avec qui je pensais que j'allais vivre l'amour fou, et quand on se donnait rendez-vous, il annulait les rendez-vous une minute avant, et il me bloquait. C'est-à-dire que je n'avais plus de nouvelles. Et en fait, ce qui se passe psychologiquement, ça crée un effet de sidération. Et je vous jure que à l'expérimenter, on se rend compte de notre psychologie. En fait, on se rend compte de notre psychisme. C'est comme si le corps disait « Ok, je ne ressens plus rien ». Donc, je n'étais ni triste, je ne pleurais pas, je ne criais pas. J'étais juste incapable de bouger. C'est-à-dire que moi, si je l'attendais en bas de chez moi et qu'il venait pas, je restais en bas de chez moi toute la nuit. Jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil à 3-4 heures après d'une amie qui dit « Ça va ?» Je crois que oui. je suis incapable de dire si ça va. Et je vous jure que c'est fascinant et que ça m'a permis de comprendre ce qu'était la violence conjugale. Pourquoi les femmes qui vivent des coups, qui vivent de l'humiliation quotidiennement restent, parce que leur corps ne peut tellement pas supporter la violence, c'est pareil pour les viols également, que le cerveau se met en pause. Et il dit, la douleur est intolérable pour moi, je ne peux pas. Et les victimes aussi d'inceste le racontent, ça a un nom, excusez-moi, je l'ai oublié, mais ça annonce cette période de latence où le cerveau, la mémoire semble avoir oublié, et à 30-40 ans, des gens se rappellent des traumatismes de leur enfance. Et je trouve ça, déjà c'est fascinant psychologiquement ce qui se passe, et en même temps c'est d'une extrême violence, parce que c'est des violences qui ne sont pas traitées comme des violences. Et donc voilà, et ça m'a beaucoup tristement inspiré, parce que c'est ce que fait beaucoup Abel à Nora, qui le fait à répétition. Et en fait, ce que ça crée, parce que moi je me suis projetée, si on avait fait ça pendant tellement d'années, qu'est-ce qui se serait passé? Ça crée de la frustration en permanence. Et du coup, ça devient une drogue. Et vraiment, c'est en tirant juste le fil de cette petite expérience que j'ai vécue. Et je pense que beaucoup de femmes, même ici, ont vécu cette minuscule humiliation. Le fait de ne pas avoir de réponse, le fait d'être attendu, le fait d'être annulé comme ça. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est très commun. Et si on le tire un peu plus, si on pousse le fil un peu plus loin, on comprend qu'est-ce qui se passe psychologiquement quand l'humiliation est quotidienne. C'est ça, oui. De toutes les manières, c'est un questionnement. On se pose beaucoup la question pendant le livre. Vous avez beaucoup parlé, notamment dans le cas de Anissa, des réseaux sociaux et des effets secondaires des réseaux sociaux, c'est-à-dire toute cette addiction qu'on peut avoir et tout ce que ça peut créer dans la vie d'une jeune ado. Est-ce que vous pensez que ce livre peut être lu par des ados? J'espère. Et c'est le but, c'est vraiment le but qu'il soit lu. C'est pour ça que même il n'est pas... Alors, il raconte de la violence, mais il n'est pas trash, oui, il n'est pas vulgaire. Déjà, ça me ressemble pas. Mais il n'est pas voyeuriste. Le but, c'est pas de vous montrer de la souffrance pour vous montrer de la souffrance. Le but, c'est de la sensibilisation. Comme je le disais, Illégitime a déjà été pas mal étudié dans des écoles de banlieue parisienne. J'espère que seul le sera aussi. En tout cas, le message leur a été passé. Et justement, en fait, les réseaux sociaux, c'est assez paradoxal pour moi parce que c'est ce qui m'a permis d'exister en tant que journaliste, c'est ce qui me permet d'exister, parce que c'est vrai que dans les médias classiques, c'est très difficile de se faire une place en tant que femme, notamment en France, en tant que femme et en tant que femme issue de l'immigration, parce qu'on est tout de suite perçu comme des personnalités engagées, donc forcément virulentes. Voilà, je vous laisse faire les déductions. Le meilleur compliment qu'on puisse faire après ce livre, c'est de le lire avec son ado, ou que ce soit une fille ou un garçon, peu importe, hein, et de lui expliquer que ce qu'il voit, ce n'est pas normal, et que surtout, en gros, c'est « je suis là si tu veux en parler ». Qu'importe ce que tu vois, je ne te jugerai pas, mais il faut que tu m'en parles, parce que tu peux voir des images d'une extrême violence. Et je parle pas forcément que de sexisme, hein. Il y a des bagarres qui circulent, il y a des corps en sang. Moi, sur Telegram, à un moment donné, les ados s'échangeaient une vidéo d'un homme qui sautait d'une piscine et que sa tête était coupée en deux. Et c'était pas censuré. C'était pas censuré. Donc les élèves se partageaient ça, ils dormaient pas, ils s'envoyaient des messages pour dire je suis traumatisé. Effectivement, c'est un traumatisme. C'est beaucoup de violence, effectivement. Voilà. Et donc il faut qu'on crée des espaces dans nos familles, dans les institutions, pour que ce soit les ados qui puissent venir nous dire je viens de voir quelque chose qui est très problématique. En tout cas, je ne me sens pas bien après avoir vu ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux en parler? Comment je le dénonce? Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que c'est? Finalement, on a l'impression, en lisant votre livre, c'est l'impression qu'on peut avoir, que quand on est maghrébine ou issu de l'immigration et qu'on est une femme et que on peut pas s'en sortir parce que la fin est tragique. On va pas vous la raconter, mais elle est tragique. On va pas s'en sortir. Est-ce que il y a quand même de l'espoir? En fait, ça dépend ce que vous appelez tragique, parce que soit le geste final, vous le voyez comme une libération. Je vous spoil pas, mais
il y a un plot twist effectivement à la fin, qui pour moi est un geste de libération. Pour d'autres, c'est un crime. C'est un crime. Après, Non, enfin, on vous en dit pas plus. Mais- C'est juste des petits indices, mais on vous en dit pas plus. c'est ça, mais c'est parce que je voulais. Effectivement, je l'ai écrit dans un moment où moi j'étais pessimiste, comme je le disais, parce que je voyais qu'on sortait du confinement, qu'il se passait plein de féminicides et que je voyais que socialement on n'arrivait pas à régler cette question-là. Donc, il est irrigué par, si vous voulez, toute la noirceur que j'avais en tête et en me disant, mais qu'est-ce que je fais de mon féminisme si j'arrive pas à me faire entendre et si j'arrive pas à raconter ces histoires-là. Et en même temps, c'est parce que j'ai un peu un truc d'urgence en fait. Si je me dis, si on ne fait pas un livre dramatique, on peut pas alerter les gens. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qui. Il y a beaucoup de lecteurs qui me disent qu'ils ont pleuré et en même temps qu'ils m'ont dit et en même temps ça m'a sauvé de quelque chose. C'est-à-dire il y a un truc très triste et en même temps j'avais besoin de lire un livre comme ça pour me confirmer que mon analyse de la société n'est pas fausse. Et aussi parce que je trouve que notre condition de femme issue de l'immigration en France, elle devient de plus en plus dure. Sincèrement, ça devient très compliqué parce qu'on porte à la fois le combat féministe, enfin celles qui le veulent, et en même temps ce combat contre le racisme. Et ça a été, je pense, une de mes plus grandes désillusions après avoir fait Sciences Po, parce que moi on m'avait dit, tu fais Sciences Po, tu vas t'en sortir dans la vie, tout le monde va venir te payer tes CDI et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'appelais Nesrine, en fait. Et que si je m'appelle Nesrine et que j'ai fait Sciences Po, ben, je reste quand même Nesrine. Et c'est, en plus, et c'est très compliqué pour les binationaux, justement, cette position. Parce que il faut que je trouve un endroit où je ne renie pas que je suis marocaine et que, en même temps, je demande mes droits d'égalité de citoyen français. C'est extrêmement compliqué parce que à chaque pas, on a l'impression de trahir une partie de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que moi je suis extrêmement fière de pouvoir faire dans les deux pays, de porter ce discours-là dans les deux pays, mais je le sens au fond de moi que cette binationalité, c'est un espace qui est compliqué parce que comment dire je suis marocaine, je suis très fière de l'être, je suis aussi citoyenne française et je mérite des droits égaux à tous les autres citoyens français sans que ma patrie marocaine s'énerve en disant mais t'avais dit que t'étais marocaine. Et donc c'est un positionnement qui est délicat. Ouais. Et je pense, ça c'est, je l'avais déjà cité dans une interview, mais l'étude de la DARES, donc c'est une étude statistique qui est reliée au ministère du Travail en France, qui dit que c'est très récent, c'est 2021, donc c'est vraiment la statistique la plus récente qui existe et qui cible les prénoms d'origine maghrébine. Donc c'est un peu une des rares fois où on a un chiffre qui nous concerne non directement, qui dit que une personne donc avec un nom en consonance maghrébine a 31,5% moins de chances d'être appelée après un entretien d'embauche. C'est énorme en fait, c'est énorme et Un tiers de la... exactement. Et l'Institut Montaigne disait qu'il fallait pour un Mohamed, ils avaient vraiment pris le nom de Mohamed, ils avaient comparé Mohamed et Michel, ils avaient envoyé les mêmes CV à plusieurs entreprises. Ils disaient que Mohamed devait envoyer 20 CV de plus que Michel juste pour avoir un entretien d'embauche. Et ça, je vous promets que on peut croire que on a été bête de croire que c'était pas le cas, mais on est des enfants d'immigrés. Moi, je suis l'enfant de Larbi et d'Adiba qui sont venus en France, et notamment surtout mon grand-père avant, pour que j'ai accès à l'éducation et vraiment en m'éduquant. Il faut que tu sois une bonne élève, que tu fasses les choses bien, il faut que tu fasses de longues études et tout va bien marcher pour toi, parce que mes parents sont ouvriers, ils sont maçons et femmes de ménage. Et donc moi, j'ai un peu cette illusion-là qu'on va s'en sortir grâce à l'école. Et c'est assez violent de se rendre compte que des années plus tard, qu'avec un bac plus 5 ou une grande école prestigieuse, on n'a quand même pas les mêmes opportunités. Après, moi, je suis pas en posture de me plaindre parce que j'ai de la chance. Mes livres rencontrent le succès qu'ils ont. Et puis, je suis suffisamment écoutée. En tout cas, la preuve, on me donne un micro aujourd'hui. Donc, je suis pas non plus en posture d'être totalement invisibilisée, mais il reste ce sentiment de ne pas être totalement comme les autres et de devoir tout le temps prouver que nous méritons notre place. Et voilà, et comme je l'ai dit, c'est la position de binationale, elle est tellement compliquée et je pense que déjà chacun le vit très différemment. Ma position de binationale n'est pas la même que certains, que d'autres surtout. Moi, parce que je suis née déjà au Maroc, donc en fait, je suis marocaine avant même d'être française, parce que j'ai été naturalisée française. Et pour l'anecdote, là, je commence à réfléchir à mon 3e livre. Et je pense qu'encore plus que les deux précédents, où il y a cette histoire d'origine maghrébine, je vais encore plus me pencher sur mon héritage marocain et mon héritage fassi, parce que je suis une grande fan de Fatema Mernissi. Je redécouvre tous ses livres très récemment et j'ai écrit une tribune pour le magazine Femmes du Maroc que j'ai appelé Le Harem Invisible en hommage à elle. Et
cette nécessité en tant que femme de sortir de son harem intérieur et des interdits qu'on a un peu malheureusement absorbés. Et donc en écrivant, en pensant à ce livre, je cherche aussi à quel point je suis marocaine. Et il y a dans le cadre de cette réflexion, je discute avec ma maman parce que c'est un peu l'origine de tout, et en tout cas de moi-même déjà. Et elle m'a dit quelque chose que je ne savais pas, mais ma mère a quitté le Maroc quand j'avais moi 3 ans. Donc elle est retournée en France où vivait son père en toute légalité, donc mes grands-parents en toute légalité. Sauf que moi, quand on est arrivé en France, l'État a cru que ma mère m'avait kidnappé à mon père, et du coup on avait reçu une lettre de reconduite à la frontière. Et donc qu'est-ce que je fais de ma binationalité quand je sais que ma mère s'est battue pour que je reste en France, et en même temps qu'elle tient absolument à m'offrir tous les livres des féministes marocaines pour me dire tu es féministe grâce à elle, ne les oublie pas s'il te plaît. Et ouais, c'est ça, qu'est-ce que je fais de cette place-là? Qu'est-ce que je fais de cette place-là quand je sais que ma mère s'est battue pour ça et qu'en même temps elle m'a transmise l'histoire et la culture féministe marocaine. Donc voilà, donc c'est aussi de ça en vérité. Nora dans le livre, c'est le paradoxe de beaucoup de copines à moi et de peut-être moi aussi en vérité. Mais elle est très féministe et elle comprend pas comment elle arrive à être très féministe et à se laisser encore avoir par des trucs de domination. Et ça, je pense que c'est très commun, le fait de se dire féministe et en même temps dans l'espace professionnel aussi, dans tous les espaces, de se rendre compte que parfois on se renferme dans des dans des normes sexistes. Exactement. Justement, on arrive à la fin de cette session d'échange. En attendant que notre public puisse lire déjà seul, vous avez évoqué un projet de livre. Ça y est, il est en cours, en route. Vous allez continuer de porter la voix de la femme binationale ou maghrébine ou issue de l'immigration. Vous allez continuer de justement évoquer ces sujets-là de société. En tout cas, moi, je vais continuer à écrire. C'est à vous de décider si vous allez continuer de me lire, c'est ça la question. Mais oui, bon, moi, c'est je me vois bien grandir aussi. C'est ce qui est assez beau avec la littérature, c'est que quand je relis Légitime, je me dis oh là là, t'étais jeune, alors que c'était il y a 3 ans. Mais il s'est passé tellement de choses, moi, dans de ma manière de grandir, ma manière de me questionner là-dessus. Et vraiment, ce truc-là qui est en train de se passer en moi, je le trouve très intéressant. La volonté de vraiment chercher mon héritage marocain, je le sens plus que jamais. C'est-à-dire que avec Illégitime, j'avais un peu ce truc-là de je veux comprendre pourquoi je suis en France et je suis victime de discrimination. Et là, je comprends que, parce qu'il y a une phrase que je ne supporte pas et une lecture du monde que je ne supporte pas, c'est que, notamment en banlieue parisienne, les jeunes me disent mais le féminisme c'est un truc de blanc, c'est un truc de français. C'est eux parce qu'ils veulent que les filles soient en mini-jupe, parce qu'ils veulent que voilà vous vous rasiez pas les bras. Enfin vraiment, j'ai des trucs assez marrants. Et moi je dis mais ne serait-ce que l'indépendance de nos pays n'aurait pas été possible sans des femmes. C'est-à-dire que si on remonte juste dans l'histoire la plus récente, sans remonter à des siècles en arrière, notamment à l'histoire d'Al-Qarawiyyin, je dis ça parce que je viens de découvrir cette histoire et j'ai envie de la raconter partout tout le temps. Voilà, j'ai envie de dire l'occasion quand on a un micro. C'est ça, j'ai envie de dire que la première université au monde, elle a été faite montée à Fès, donc voilà, c'est une fierté. Mais c'est vrai que je suis assez fascinée et vraiment quand on baigne dans une culture occidentalisée, occidentale, européenne, on est vraiment persuadé que le féminisme, c'est une question qui est propre à l'Europe, qui est propre à l'Occident. Et moi, je dis que quand on est vraiment féministe, on se bat surtout pour les femmes issues de minorités et pour les femmes comme moi qui sont entre 2 pays. Et comme je le disais, ça demande aussi, je trouve, beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que d'être entre 2 pays, ça demande aussi de ne pas vouloir le même féminisme en France et au Maroc. Pas parce qu'on est hypocrite, mais parce qu'on connaît les contextes politiques, on connaît l'histoire, on connaît, et surtout, contexte culturel. Et surtout, ce qui est l'inverse on va dire, d'une perception néocoloniale, c'est de toujours demander aux femmes localement, c'est quoi votre combat en ce moment? Qu'est-ce que vous demandez en majorité? Et c'est là de les accompagner. Moi, je trouve que la posture occidentale, malheureusement, dans l'histoire en tout cas, ça a été plutôt d'imposer une vision universaliste du féminisme qui dit le féminisme c'est ça, vous devez vous comporter comme ça, vous devez je sais que par exemple il y a un féminisme universaliste voudrait totalement rejeter la religion, voudrait s'associer à la laïcité, mais le féminisme par exemple musulman qui est porté en Belgique par Malika Hamidi et par Asma Lambrabet au Maroc aussi. Il y a vraiment on a une culture riche du féminisme, il faut la revaloriser parce que ça peut cesser. Toutes les féministes du monde entier l'ont toujours dit, si on ne rappelle pas les combats historiques qui ont été menés, ça s'arrête un jour. Donc c'est vrai que plus que jamais, mon 3e livre, je sais pas encore quel titre il aura, je sais pas
combien de temps ça va me prendre pour l'écrire, mais il est très marqué dans ma tête. Il commencera sûrement avec une citation de Fatima Mernissi qui dans son livre Rêve de femme, que je le relisais, j'étais partie en vacances au Maroc tout seul en décembre et je relisais son livre et elle dit, je crois que la citation n'est pas exacte, vous m'en voudrez pas, mais c'est un peu l'idée que je vous retranscris. Je crois que mon histoire en tant que femme, c'est de chercher en permanence les limites de mon impuissance. Et je trouve cette phrase magnifique. Donc, je vais la citer et je vais dire que mon chemin littéraire, je l'espère, aussi long qu'il le pourra l'être, ce sera de chercher les limites de mon impuissance. Merci beaucoup, Nesrine. Merci pour cette agréable conversation. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment, vous avez apprécié cet échange. Merci à Ali Alaoui du groupe Le Matin. Merci à Amina Msnaoui. Et merci à la synergie que vous avez créée pour nous offrir des moments comme ça. Merci au Sofitel de nous accueillir et merci à tous de votre présence. Encore merci, Nesrine. On va peut-être ouvrir, ma conversation avec Nesrine s'arrête là, mais vous allez pouvoir lui poser des questions. Voilà, ma première question, c'est lorsque j'ai entendu que votre livre, déjà, il est renseigné dans certaines écoles, certains lycées ou collèges, que je trouve ça extraordinaire. Vraiment. Donc maintenant, elle est légitime, au contraire. Elle a de légitimité. Il est bien légitime. Elle est bien légitime. Parce que c'est vraiment une grande question chez des écrivaines marocaines qui ont écrit cela fait longtemps. Par exemple, Fatima Mernissi, elle n'est pas du tout enseignée, elle n'est pas dans les livres marocains. Et si on la trouve, par exemple, dans l'œuvre le livre au baccalauréat, c'est juste la couverture du livre. Voilà. Donc moi je trouve que c'est fantastique déjà parce que c'est vraiment quelle force pour le livre lorsqu'il est dans un manuel. C'est vraiment une garantie pour une grande prospérité. Bravo et bonne continuation. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que je dis que j'ai encore plus la responsabilité justement de citer Fatima Mernissi, de citer femmes les pionnières en fait, parce que le féminisme n'est pas né cette année, il n'est pas né avec moi, avec seule. Je suis que l'héritière en fait. C'est pour ça que je sens qu'il y a cette responsabilité-là, de raconter justement les femmes qui ont été effacées. Parce que moi, à chaque fois que je les découvre, je suis comme Malika El Fassi quand j'ai découvert du coup qu'elle a permis, notamment aux jeunes filles de Fès d'avoir accès à l'éducation face aux colons. J'ai trouvé ça brillant. Je me disais, mais moi, je me suis demandé, mais pourquoi on m'a jamais raconté ces histoires-là? Parce que j'aurais pu m'identifier, j'aurais pu me dire, et en plus, je le sais que des femmes ont fait des choses extraordinaires dans le passé et qu'on les a juste pas mentionnées. Donc, c'est vrai que moi, je me sens totalement fière d'avoir cette place-là et d'être étudiée parce que ça veut dire que quelque chose change, mais en même temps, la responsabilité, elle est immense de ne pas être celle qui est considérée comme la première ou une nouvelle arrivante parce qu'il y a un héritage qui est colossal derrière. Et pour Fatima Mernissi, pour vous rassurer, elle est extrêmement étudiée aux États-Unis. Elle est extrêmement étudiée à Berkeley, à Columbia et à Harvard. Il y a notamment Hanan Karimi, je sais pas si vous connaissez. C'est une féministe marocaine qui vit en France aussi et qui est sociologue, donc qui enseigne la sociologie, il me semble, à Strasbourg. Je veux pas faire d'erreur, mais à Strasbourg, qui est en ce moment à Berkeley. Et donc, dès que je lui ai parlé de mon livre et de tout ça, elle m'a dit, je vais t'envoyer tous les articles. Ici, ils sont fans d'elle. Ils font des colloques tout le temps. Elle est considérée comme une grande référence. Donc, il y a quelque part dans le monde, il existe beaucoup d'écrits sur son héritage et ça, c'est très important. Alors, en parlant de Malika El Fassi, je sais pas si c'est peut-être une coïncidence, mais on a sa petite fille ici. Vous voyez, les astres sont avec nous. Merci pour ce très, très, très bel échange. Je vais te tutoyer, tu es beaucoup plus jeune que moi. Je te suis sur Instagram et je suis fan vraiment de ce que tu fais. J'ai beaucoup lu. Merci de parler de ma grand-mère, la Rahma. Le 8 mars est passé il y a pas longtemps et je lui ai fait un hommage. Donc j'essaye de faire ce que je peux pour continuer à faire parler d'elle. Alors oui, à l'international, pas encore, mais en tout cas au Maroc, on essaye. L'année dernière, Barid El Maghreb a sorti pour la première fois dans l'histoire du Maroc 3 timbres avec la photo de Fatima Mernissi, de Malika El Fassi, ma grand-mère, et de Touria, j'ai oublié son nom de famille, c'est la première femme pilote au Maroc. Et à part Sa Majesté ou des monuments, c'est la première fois qu'un timbre est... donc voilà, c'est un hommage pour elle. Et j'ai hâte de lire le livre avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien déjà. Et oui, c'est pour ça que je dis que ça avance en fait. Ça avance, c'est lent. C'est le problème de l'évolution pour les droits des femmes, c'est qu'on trouve ça toujours lent.
Et ça va être encore malheureusement lent, mais il se passe des choses et de toute façon, on est là pour préserver l'héritage coûte que coûte, quoi. Écoutez, d'abord, je tiens à vous remercier pour cet échange très fructueux et très passionnant. Franchement, vous, personnellement, je vous découvre, je vous ai jamais lu, ni entendu parler de vous. Mais bon, j'ai été attirée par l'annonce et je suis venue vous découvrir et je suis vraiment pas déçue. C'est super, je vous félicite. Là, je vais partager avec vous une réflexion par rapport aux binationaux qui vivent en France et qui n'arrivent pas à trouver de boulot quand on s'appelle Mohamed ou on a un nom à connotation maghrébine. Et là, je sais pas, peut-être que vous êtes au courant qu'il y a un jeune Marocain qui a dû changer son nom complètement. Il s'est appelé, je sais pas, François. Tu as fait un livre, c'est ça? Oui. Et du coup, il a envoyé le même CV et là, tout le monde lui répondait et il a été recruté le lendemain. Pratiquement. Oui, je crois qu'il a fait une interview avec Léa Salamé sur France Inter. Oui, il était sur les plateaux français, il est passé sur plusieurs plateaux. Ouais, je l'ai vu tourner. Et en plus, c'était fascinant parce que cette séquence médiatique, je me suis dit, du coup, c'est vraiment un sujet nos noms et nos prénoms. Et donc, du coup, on nous incite à changer nos prénoms et nos noms pour... C'est vraiment triste, hein, quand même, d'en arriver là. Bien sûr, mais et en plus, bon, pour raconter l'histoire, moi, Nesrine Slaoui, c'est ce qu'on appelle un pseudo, mais en réalité, c'en est pas un. C'est-à-dire que c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. C'est juste que quand vu que j'ai été naturalisé français, le nom a été francisé. Du coup, ça donne Essaloué en français. Et donc moi, à chaque fois, sur mes papiers, il y a écrit Essaloué, mais moi je dis, mais je veux pas qu'on m'appelle Essaloué, ça n'existe pas. Si vous voulez retracer mon histoire familiale, vous allez voir les Slaoui à Fès, et on va vous dire qu'on s'appelle Slaoui. Et c'est vraiment assez fort. Mon grand-père, c'est pareil. C'est ce que j'avais écrit dans la tribune pour femmes du Maroc à la fin. Je dis pour les femmes comme moi, le chemin de la libération, c'est le chemin inverse, c'est de comprendre le passé. Et c'est vraiment comme ça que je le sens pour moi. Et cette question des prénoms, même pour quand on a eu Éric Zemmour qui s'est présenté à l'élection présidentielle en France, il y a eu un débat pendant 2 semaines de qu'est-ce que sont les prénoms français. Et là où sa com a été très forte, c'est qu'ils ont créé un site internet où vous pouviez rentrer votre nom et prénom et savoir quelle était la réponse française. Évidemment, dans les rédactions journalistiques, ça a beaucoup tourné et ça a fait rigoler les gens. Et moi, je disais, mais vous vous rendez compte que c'est extrêmement violent pour nous parce que vous n'êtes pas ciblés. Vous pouvez en rire parce que c'est drôle pour vous, mais nous, on est vraiment ciblés. Et c'est-à-dire qu'on va vraiment vous reprocher, à un moment donné, d'avoir des noms à consonance maghrébine. Et donc, je trouve ça extrêmement problématique et ça montre justement tout le racisme. C'est-à-dire qu'il suffirait qu'on change de prénom pour avoir plus d'opportunités. Et en réalité, ce qu'on appelle ça en anglais le white passing, c'est-à-dire que c'est possible seulement si vous avez l'apparence d'une personne blanche. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Nesrine, bon, c'est vrai que je suis plutôt claire de peau. Je pourrais m'appeler Claire ou même avoir un prénom italien. Peut-être que Maria, peut-être que Maria, ça arrivera à passer. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas possible. Il y a des gens pour qui ça se voit physiquement, qui sont, par exemple, ma mère est blonde. Ma mère, on l'a toujours prise pour une blanche, en fait, pour une personne vraiment purement française. Et donc cette question des prénoms, elle montre à quel point on croit que une identité ethnique, c'est que des prénoms, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que même si on change de prénom, on reste. Et il y a une super psychologue, pardon, faut que je la retrouve, mais je l'ai perdue. Si vous m'autorisez après de regarder sur mon téléphone, parce qu'il faut vraiment que je vous la cite. C'est une psychologue qui s'intéresse justement à ce qu'elle appelle la charge raciale. Dans son cabinet, elle ne reçoit que des personnes issues de l'immigration maghrébine. Elle est à Paris. Elle a fait un documentaire dans lequel je participe aussi, qui va sortir bientôt. Et donc, elle fait un podcast avec France Culture qui s'appelle Être arabe en France ou quelque chose comme ça. Je vais vous donner vraiment la référence. Je finis ma démonstration et je vous donne la référence si ça peut vous intéresser. Et donc, elle les accueille dans son cabinet. Ils parlent, ils racontent la blessure du racisme. Et on voit bien que c'est bien plus profond que simplement un prénom ou simplement une apparence physique. C'est en fait des années de discrimination et c'est même... je suis aussi convaincue de ça, on porte les discriminations de la colonisation. On sait qu'on a été humilié en fait, et surtout en tant que femme. Moi, c'est vrai que je me penche beaucoup sur ce qui s'est passé pour les femmes marocaines notamment. C'est vrai qu'on a été humiliés et on a forcément dans nos ancêtres des femmes qui ont été humiliées. Et je pense que ça, même si on change de prénom, même si demain on a des enfants qui s'appellent Gisèle ou peu importe, ça ne s'effacera pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ce qu'on se lègue de femme en femme, d'homme à homme aussi, parce que ça se lègue indépendamment des genres. Je vous retrouve tout de suite le nom de la psychologue si ça vous intéresse. Et voilà. Je vous remercier déjà pour votre livre que j'ai lu. J'ai vraiment, ça m'a beaucoup touché. Le premier, en fait, je vous ai découvert il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était suite à une interview là, pendant les présidentielles avec Emmanuel Macron. Vous avez fait une interview avec Bouscapé. J'avais vraiment... je vous avais espéré, on va dire. Et en janvier, j'ai lu votre premier livre.
quand vous faisiez la promo de Seul, donc je vous ai découvert. Ça m'a énormément parlé parce que, bon, effectivement, étant binational, il y a quelque chose qui a fait écho en moi. Et donc, là, très récemment, je l'ai acheté. En fait, je l'ai acheté le mois dernier, je l'ai lu lundi, d'une traite. Et c'est vraiment un très beau... c'est un livre très poignant et qui pose beaucoup de questions. Et étant maman aussi d'une ado, voilà, ça ouvre des pistes et ça... C'est vraiment un sujet à conversation avec... on ne sait pas comment gérer, on ne sait pas comment faire avec cette génération, avec cette époque. Et ça ouvre vraiment des pistes. Et moi, ça m'a aidé d'en parler avec ma fille. Je le récupère à l'école toujours. Et j'ai commencé à parler des réseaux sociaux. Et je lui ai parlé du livre. Et elle m'a dit, bah, ça y est, t'as lu un livre tout de suite. Tu psychotes. Et je crois que je vais lui donner à lire. Parce que vraiment, je crois qu'elle comprendra mieux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Honnêtement, ça me fait mal au cœur de voir tout ce qui se passe vraiment pour les femmes et les mineurs. Toutes ces histoires de féminicide à cet âge-là, à travers les réseaux, moi, ça m'angoisse. Vous avez débloqué une angoisse supplémentaire en tant que maman. Mais c'est nécessaire et c'est vraiment important de lire des livres vraiment actuels qui parlent aux jeunes et qui me parlent aussi en tant que parents, parce que c'est vrai qu'on est dans les réseaux sociaux, on est souvent collés avec notre téléphone, nous-mêmes. On dit là, nos enfants, ne prenez pas vos téléphones, arrêtez les réseaux sociaux, alors qu'à 24, nous-mêmes, on l'est vraiment. Ça nous donne une perception qui est très intéressante et vraiment, merci beaucoup. Et il y a un passage du livre que j'ai beaucoup aimé et qui a fait écho en moi, vraiment. Je vais me raconter ma vie, j'en parle avec ma psy, parce que vraiment, le côté, les origines de nos parents, et moi qui ai né, qui ai grandi en France, qui ai vécu le racisme aussi. Et je me suis rendu compte des années après, j'ai 40 ans, je me suis rendu compte des années après que c'était des blessures qui n'étaient pas vraiment, qui étaient là toujours. Et ça, c'est vraiment, j'en ai parlé quand j'ai lu Illégitime avec une psychothérapeute. Et vraiment, c'est bon. Je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, il y a un passage du livre que j'ai vraiment aimé, c'est quand vous parlez du père Karim, quand vous parlez du fait qu'il a vécu la violence, qu'il voulait pas la reproduire, mais qu'au final, il la reproduisait d'une certaine façon. Et ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Merci pour ça. Et vraiment, je conseille ce livre. Les deux sont... Waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est trop touchant. Mais non, merci. Attendez, je vais faire un bisou. Quand même. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. Je suis super touchée. Est-ce que je peux vous lire du coup l'extrait ou pas? Enfin, ça ne vous dérange pas, mais je sais où il est, Karim. Et pour la psychologue, ça rejoint ce que vous disiez, c'est Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Le podcast, ça s'appelle « Je me suis fait la guerre » ou « Comment être un bon arabe ». « Je me suis fait la guerre » ou « Comment être un bon arabe ». C'est Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Mais sinon, vous tapez juste « Je me suis fait la guerre » France Culture et je pense que vous allez le trouver. C'est un super podcast pour parler des questions raciales et de ce qu'on a intégré en fait nous-mêmes de ces violences-là. Et donc oui, ce dont elle parlait, c'est la relation entre Nora et son papa. Et je pense... Ok. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes parce que c'est les relations avec nos papas, en fait, qui sont des relations très compliquées. Attendez, je lis le passage. Il y a Karim sous mes yeux, mais je cherche le bon moment. Oui. Et après, on fait la lecture. Il y en a une ici aussi. Bon, allez, on prend 2 questions. Et après, on finit sur une lecture. Ça vous va? Ok. C'est une question qui rejoint ce qu'a dit la dame. C'est à propos de l'homme qui a subi des violences. Parce que moi, je n'ai pas lu le livre. Donc, je voulais vous poser la question. En tant que féministe, est-ce qu'on peut lire un jour dans un de vos livres des histoires sur des hommes maghrébins qui ont subi la violence? Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent des violences, il y a aussi des hommes qui subissent les violences. Est-ce qu'on peut les avoir? Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un courant féministe, moi, qui je trouve très intéressant. C'est notamment le courant afroféministe, donc c'est porté par les femmes noires aux États-Unis, qui explique qu'en fait, le patriarcat, c'est une question de genre, effectivement, mais c'est en fait une question de domination. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont dominés par la masculinité par d'autres hommes. Vous voyez, si je parle par exemple de cas d'inceste, ou des hommes aussi qui ne correspondent pas au code de virilité
de masculinité hyper prononcées qui sont aussi victimes de violences. Et je pense aussi que l'injonction à la masculinité, ça peut être une violence pour des hommes qui, en fait, souffrent depuis l'enfance de ne pas correspondre à cet exemple-là et qui, du coup, peuvent devenir eux-mêmes violents pour s'assurer qu'en fait, ils sont des hommes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très commun. C'est-à-dire que moi, en tant que féministe, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, les femmes sont victimes du patriarcat, mais ce ne sont pas les seules victimes. C'est-à-dire qu'on en est victime parce qu'on est la cible prioritaire, c'est le but, c'est de dire que la femme est dominée. Mais en fait, les hommes souffrent aussi de cette injonction-là. C'est extrêmement difficile de... Par exemple, moi, je vois comment on a été éduqués très différemment entre mes cousins, parce que je suis fille unique, et moi. Le fait que moi, on m'ait dit que je pouvais exprimer mes émotions et même je pouvais être super bavarde. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je fais des interviews et des livres, d'ailleurs. Et que eux, par contre, il fallait qu'ils soient forts, qu'ils ne parlent pas de leurs émotions. Et moi, je suis fascinée parce qu'à l'âge adulte, c'est ce qu'on se reproche entre hommes et femmes. C'est tu parles trop et tu dis rien. Et en fait, on nous a juste éduqués. Et ça, si on le réfléchit, si on peut guérir juste ça, moi, je trouve ça magnifique. Il y a un documentaire qui s'appelle Être un homme, je crois, quelque chose comme ça. Ah, je sais quoi cette mémoire qui ne se rappelle de rien. Mais parce que je consomme beaucoup de documentaires et beaucoup de livres, vous m'en voulez pas. Ça va revenir. C'est un documentaire, en tout cas, dans un groupe de parole. C'est fait par Mei Lua. C'est une amie féministe qui est une femme asiatique qui vit en France et qui a raconté aussi la vie de sa famille et d'elle-même. Et en fait, dans ce documentaire, elle suit un groupe de parole d'hommes au Royaume-Uni qui sont des héritiers de la guerre, de la Grande Guerre mondiale, de la Seconde. Et donc, du coup, elle les suit et ils vont ensemble sur la tombe des anciens soldats et ils pleurent parce qu'ils disent, en fait, des hommes sont morts et on leur a promis la fraternité, la patrie, la force, mais en fait, on a envoyé des mineurs au premier rang de la guerre. Et elle disait que le summum de la masculinité, c'est la guerre, c'est ce qu'on attend des hommes, le sacrifice de la patrie, etc. Et que du coup, ça a créé des masculinités toxiques. Et c'est pour ça que le personnage de Karim, quand je vais le lire, vous allez comprendre. Moi, je lis la souffrance du père à la colonisation et au fait que son père est lui-même allé sur les champs de bataille, qu'ils n'ont pas discuté et que du coup, c'est irrigué comme ça. Et en plus, c'est ce que vous disiez, Karim est persuadé de bien faire. Et moi, je me pose souvent la question de combien de papas, combien d'hommes sont persuadés de bien faire, parce qu'effectivement, ils ne sont pas violents physiquement, ils ne frappent pas, ils n'insultent pas, mais ils se taisent. Et je pense qu'en tant que fille, on le connaît encore mieux, c'est-à-dire le silence d'un père. Je me demande combien sur la planète on est de femmes à juste chercher à lui faire parler ce papa. Et que s'il l'avait parlé, on aurait guéri plein de relations amoureuses. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de dire que les hommes sont aussi abîmés par cette violence patriarcale-là. Et donc oui, ce serait pas étonnant, mais moi je pense que Karim, il est complexe dans ce sens-là. C'est déjà un personnage qui répond à ça. Dylan dans une autre moindre mesure, mais le personnage de Karim, il est vraiment dans ça. Et c'est quelque chose qui me reviendra, je pense, souvent dans... Même, par exemple, mon grand-père, Alain Primo, je le racontais, lui, dans Illégitime. Et mon grand-père, c'est l'inverse de la masculinité. Mon grand-père ne faisait que pleurer devant nous. Par exemple, moi, je suis partie pour mes études. Maintenant, le but, c'est que je ne pleure pas moi. Mais quand je suis partie pour mes études, à chaque fois que je revenais, il pleurait. Il me disait, je suis trop content que tu sois là et je t'aime, ma petite fille. Et c'était beau de voir un homme avec autant d'amour et d'émotion à donner. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai grandi aussi avec cette capacité-là à donner de l'amour, parce qu'on ne peut pas donner de l'amour si on n'en reçoit pas. Et ça, c'est une forme de masculinité qu'il faut mettre en avant. Et que dans Illégitime, c'est très important de raconter ça, surtout parce que, comme je disais, dans le contexte français, je ne supporte pas au fait qu'on dise que les hommes arabes sont violents parce qu'ils sont des arabes. Et ça, c'est un discours que je ne supporte pas. On a des hommes qui sont violents chez nous, mais on a aussi des hommes qui sont sensibles. On a des hommes qui souffrent de la masculinité. Donc, c'est mon grand-père, c'est un peu le contre-exemple. Je crois qu'il y avait une question ici aussi. Merci beaucoup pour cette présentation de ton livre. Je te suis depuis très longtemps sur Instagram et j'ai beaucoup aimé ton combat par rapport aux femmes maghrébines, comment elles sont objectivisées en France et comment c'est un fantasme, la femme maghrébine. Bon, je ne suis pas binationale, mais j'ai fait une partie de mes études en France, et j'ai pu moi-même le vivre, donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à te suivre et suivre le reste de tes combats, donc merci beaucoup. J'ai aimé aussi là le moment où tu as dit que le féminisme, c'est pas quelque chose d'universel, que chaque féminisme est différent. Donc c'est vrai que le féminisme, le combat que par tes livres, tu mets en avant, que tu défends, il est différent du féminisme ici, je pense. Avant de quitter le Maroc, je lisais des livres d'auteurs français
féministe, mais je ne m'y retrouvais pas beaucoup parce que c'est très, très différent. Une fois que je suis partie, j'ai bien compris. Enfin, j'ai pu m'y associer, mais donc oui, je trouve que c'est très différent le féminisme au Maroc et dans les pays en arabe. Et par rapport à ça, je voulais savoir, vu que tu projettes d'écrire un livre qui va avoir un rapport avec le Maroc, avec tes origines et tout ça, comment est-ce que tu vois le féminisme ou le combat des femmes au Maroc, des femmes modernes, parce que c'est vrai que quand on parle de Fatima Mernissi et d'autres grands auteurs, c'est un combat féminisme qui avait aussi un rapport avec la colonisation, donc c'est pas moderne et ça ne va, je ne sais pas si ça, enfin bien sûr que ça parle aux jeunes, mais tu as aussi, enfin il y a aussi des réseaux qui sont venus et donc il se passe plein de choses. Il se passe beaucoup trop de choses. Et pour répondre à ta question, je parle beaucoup avec Sarah de Hashtag Maroc, avec Lamia aussi, qui organise des manifestations à Casa, etc. Et justement, c'est elle mon ancrage marocain. C'est elle qui m'explique tout. Dès qu'elles ont lancé le média Jet ou Jabot, si je me suis abonnée direct, elles m'ont dit, si tu veux comprendre notre situation ici au Maroc, voilà, lis ça, regarde ça, écoute ça. Je connais aussi Zeynep Fassiki, avec qui on parle beaucoup, parce qu'avec le livre Chouma, et elle m'explique aussi tous les enjeux autour de la sexualité, autour aussi surtout du tabou autour des menstruations, c'est-à-dire du fait de ne plus cacher quand on a nos règles, de ne pas en faire un tabou sociétal. Et non, ça, je suis des réseaux. Merci d'ailleurs à ça. On me disait que ça apportait du positif. Là-dessus, j'ai mes compagnonnes de route c'est pour ça que si vous voulez, je le regarde avec humilité. C'est elles qui m'apprennent. J'accepte que sur le contexte marocain, je suis une alliée, c'est-à-dire que je serai toujours une alliée des femmes marocaines, qu'importe ce qu'elles demandent, je suis de leur côté parce que c'est légitime, mais je suis prudente parce que je ne veux pas importer moi mon combat francophone et français ici. C'est-à-dire que j'ai une humilité du terrain. Et donc elle m'explique tout, elle m'explique la question de l'héritage, elle m'explique... Et surtout, elle est citée, tout à l'heure on était en voiture, et on en a parlé, il y avait un super documentaire sur Arte. Les noms aujourd'hui et moi, excusez-moi, mais je pense que si vous tapez documentaire Arte Maroc, il va sortir. Il faut le faire en mot-clé sur Google. Et justement, dedans, ils expliquaient ce combat féministe-là, comment ils s'ancraient dans le contexte actuel, comment c'était une question liée aux droits économiques, aux droits sociaux, aux droits aussi en termes de famille, c'est-à-dire l'égalité entre un papa et une maman, l'égalité. Ça, c'est des combats qui, pour moi, pour le coup, ça, c'est des combats qui sont un peu universels. Pas universalistes, mais universels. C'est-à-dire que c'est quand même des droits assez basiques pour lesquels toutes les femmes du monde entier se battent. Et on a tendance à croire en plus. C'est pour ça que je dis que je veux pas importer ma lecture française, parce que la lecture française voudrait qu'on se sente supérieur et voudrait qu'on se dise, nous, on a l'égalité économique. Par exemple, quand vous êtes féministe en France, on vous dit, mais vous vous battez pourquoi? Tout est dans la loi, mais rien n'est appliqué. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaie d'avoir cette humilité-là, de m'appuyer sur elle, Sarah, Lamia, dès qu'elle publie des tribunes, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, elle me le raconte. Elle m'appelle, on a fait un article aussi ensemble pour ma newsletter, quand il y a eu justement sur cette hypersexualisation des femmes marocaines. Elles avaient fait une enquête pour montrer que les femmes marocaines en Jordanie, il fallait qu'elles aient en plus besoin d'un tuteur quand elles voyageaient là-bas. Je les avais interviewées, elles m'avaient expliqué tout ce qui se passait. Donc en fait, moi, ce que j'essaie de faire, et là c'est là où le rôle de journaliste il prend aussi le dessus, le journaliste engagé, c'est que je leur tends la parole en fait. Je préfère les écouter. Après moi, je suis là, c'est-à-dire que pour tous les combats féministes, vous pouvez compter sur moi. Mais c'est en gros l'humilité de dire que je le connais moins bien parce que je n'y vis pas. Ça veut pas dire que je ne m'y intéresse pas, je m'y intéresse beaucoup. Je me connais juste moins bien sur la situation marocaine, et c'est mes copines qui me prennent par la main, qui me disent allez Nesrine, on t'embarque, il y a ça à faire au Maroc. Mais franchement, je suis très demandeuse, et c'est pour ça que je vais faire ce livre. Parce que justement, ce livre, il va être irrigué. Et j'ai rencontré aussi, après la mort d'Aïcha China l'année dernière, c'est vrai qu'il y a une... moi, je la connaissais d'avant, de par ma mère. C'est vrai qu'en France, il y a eu un vrai intérêt pour ce qui s'est passé. Et donc là, je suis allée à Casa. J'avais fait un café littéraire au Sofitel aussi de Casa. Et on a rencontré les deux qui ont pris le relais, etc., qui m'ont présenté le travail associatif. On va essayer de créer un pont depuis la France, puisqu'elles ont des besoins financiers. Donc c'est un peu compliqué parce que je vous épargne les détails, mais les banques entre la France et le Maroc, pour créer des campagnes de dons, c'est extrêmement compliqué. Donc ça va peut-être finir en billet dans une tirelire, on ne sait pas. Mais on va trouver un moyen. Et en fait, c'est ce que j'essaie de me dire, c'est que moi, mon rôle, c'est que si je peux aider une asso, si je peux aider un collectif, donner de la visibilité, c'est très important. Le reste, j'essaie d'avoir une position humble, une position d'apprendre du terrain, d'abord d'écouter les femmes, parce que, encore une fois, je peux pas, je trouvais que ce serait prétentieux de ma part d'arriver au Maroc et de dire je porte vos combats, alors que je ne vis pas ici. Ce serait un manque de respect
pour les femmes qui sont déjà là, il y a plein de choses géniales qui se passent. C'est comme je vous ai dit, il y a des podcasts, il y a des vidéos, franchement, moi, je suis bluffée de ça, vraiment, parce que je me suis toujours dit féministe, et avant, je me disais, mais est-ce que je peux venir au Maroc avec mes grandes idées féministes? Est-ce que je vais choquer des gens et tout? Et la mienne m'a dit, mais tu vas choquer personne. Il y a 3 ans, elle m'a dit, mais tu vas choquer absolument personne. Viens au Maroc et tu vas voir que les femmes sont libres et qu'elles ont un vrai discours politique. J'en doutais pas. Hein. Mais parce que c'est ça, c'est le fait de quand on ne vit pas un pays, on ne peut pas comprendre ses enjeux si on n'écoute pas les femmes qui y vivent. Donc, après, moi, je suis là. Qu'importe vos droits, vous avez un relais en France sûr et certain, avec grand plaisir. Karim était fier du parcours de sa fille, de son intelligence, de son instruction. Mais il s'agissait du savoir des autres, des Français, et forcément, à terme, cela les éloignerait. Lui-même s'était progressivement éloigné de sa religion et ne nourrissait sa foi qu'en période de Ramadan. Il tentait tout de même de maintenir certains préceptes dans son éducation. Des valeurs de générosité, la loyauté, le respect des anciens, de reconnaissance aussi, mais de discrétion et de pudeur. Il savait que Nora finirait par le juger là-dessus, lui et son conservatisme, son entêtement à préserver son honneur de femme, à le sermonner sur les relations amoureuses hors mariage. De son point de vue, elle jouissait de tout ce dont il avait manqué. La sérénité d'une enfance confortable, même lorsqu'il découvrait ses bêtises d'adolescente, ses sorties en boîte de nuit en cachette. Il se contenait et se félicitait de trouver les moyens d'agir différemment de son propre père. Ses filles ne savaient rien des coups reçus, des réprimandes alcoolisées, de ses nuits passées dehors. Elle n'imaginait pas combien il lui était coûteux de briser ce cycle. Karim ne les cognait pas et il était donc convaincu de ne pas être violent. Il s'en prenait aux murs, aux objets, à lui-même parfois en hurlant. Il menaçait Nora de la mettre dehors, de la renier. « Si je le décide, tu n'es plus ma fille, c'est ce que tu veux ?» Elle le regardait immobile, en larmes. Être confrontée au trauma de son père, à ses plaies si vives, la désarmait. Malgré ses cris, dans ces moments-là, il paraissait fragile. Le lendemain, Karim avait tout oublié et il redevenait calme, presque timide. Il ne se sentait pas coupable, c'était un coup de colère, c'est tout. Sa fille n'en portait aucune trace physique, ça lui suffisait. Mais à force, il avait abîmé Nora sans jamais s'en excuser. Et elle avait hérité de ce qu'elle détestait le plus chez lui, son incapacité à exprimer ses émotions, à briser le silence, les tabous, quand la situation l'exigeait. Les câlins d'un père, les encouragements d'un père, les conseils aimants d'un père, elle ne connaissait pas. 2 ou 3 fois par an, quand elle revenait les voir et franchissait la porte d'entrée, elle le découvrait inévitablement assis devant la télé du salon, stoïque, sans émotion. Karim semblait toujours ailleurs, son esprit s'égarait et fantasmait le pays laissé derrière lui. Il repensait souvent aux récits de ses aînés, à ceux de son grand-père surtout, qui avait combattu pour la France. Abdelrahman risqua sa vie aux côtés des autres tirailleurs africains en premier rang. Pourquoi? Quelle reconnaissance? La guerre s'invita partout ensuite. Elle resta une menace permanente avant l'indépendance et les hommes n'en dormaient plus. Jusque dans leur inconscient, la lignée des Ben Taleb fut bouleversée par ce sens imposé du devoir et du sacrifice. Elle a forgé leur masculinité. Le bruit des bottes, la poussière, la boue rouge sang, les tirs de fusée, les explosions de grenades, la mort ou la folie qui emportait les camarades, seule la fraternité a permis aux soldats survivants de tenir. Toute cette violence coloniale imposée de l'extérieur s'est infiltrée ensuite dans leur vie quotidienne, dans leur rapport au monde. Une brutalité des mots et des gestes, des excès de colère pour pas grand-chose, comme s'il fallait encore expulser ces douleurs collectives, comme si les fils et les petits-fils héritaient de cette charge. Face au silence obstiné de son père, Nora eut parfois envie de lister ses manquements, et puis elle imaginait ses fissures encore ouvertes, toutes les blessures intimes qu'il devait encore soigner. L'âme du vieil homme survivait telle une terre aride jamais irriguée. Son cœur semblait tout aussi desséché. Petite, Nora ne put y planter ses racines. Elle essaya de le comprendre, de l'aimer malgré tout. Mais puisqu'il ne fit jamais l'effort, lui, ni de la comprendre, ni de l'aimer, elle finit simplement par s'accommoder de sa silhouette, alanguie et atone, toujours au même endroit. Parfois, lui n'y arrivait plus, il ne pouvait plus cacher qu'elle l'insupportait. Quand Nora s'adressait à lui, il faisait mine de ne pas l'entendre et Yamina, obligée d'intervenir, le lui signalait. « Ta fille te parle !» Dès son entrée au collège, Nora était devenue totalement indifférente pour son propre père. Alors il évitait de la regarder. Elle cherchait depuis une confirmation de son existence ailleurs. À 15 ans, et je ne peux pas vous dire la suite.